Le mardi 20 septembre 1988, dans l'État du Nouveau-Mexique aux États-Unis, Tara Calico, une jeune femme de 19 ans, décide de démarrer sa journée par une grande balade à vélo en empruntant la route nationale 47, une route que Tara connaît bien puisqu'elle l'emprunte quasiment chaque matin en compagnie de sa mère. Mais ce matin-là, Tara part seule à 9h30. Son objectif, c'est de faire un maximum de kilomètres et d'être de retour pour 12h30 parce qu'elle a prévu de faire un tennis avec son petit ami. Le problème, c'est que Tara ne reviendra jamais et ne donnera plus aucun signe de vie. Le plus inquiétant, c'est que le lendemain, la police découvre dans une zone terreuse située à une centaine de mètres de la route sur le trajet qu'a emprunté Tara, plusieurs débris d'une cassette audio et de la vitre avant d'un baladeur de marque Sony qui appartiennent à Tara. Alors question, où est-elle? Que lui est-il arrivé? Est-ce une disparition volontaire? Un accident? Ou a-t-elle été kidnappée? Les semaines qui vont suivre vont apporter leur lot de mystères et de questions, jusqu'à ce qu'une étrange photo Polaroid soit retrouvée sur le parking d'une supérette en Floride. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Une affaire qui a fait grand bruit aux États-Unis et qui a donné lieu, vous en avez forcément entendu parler, à des spéculations et des théories en tout genre. J'avais très envie de revenir sur cette affaire, la disparition de Tara Calico. Alors tout au long de la vidéo, on va revenir sur son enfance, sur le moment de sa disparition et sur ce qui s'est passé après. Il y a peut-être des éléments que vous avez manqués et j'aimerais beaucoup avoir vos théories justement et vos commentaires, vos analyses à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voudrais faire un petit coucou à notre sponsor du jour. Merci à eux encore une fois de sponsoriser cette vidéo. C'est CyberGhost VPN. Alors vous vous posez peut-être la question, qu'est-ce qu'un VPN? On en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, VPN c'est un réseau privé virtuel qui permet en fait de protéger nos informations personnel en créant un réseau privé à partir d'une connexion Internet publique. Vous allez comprendre, si par exemple vous êtes en déplacement et que vous vous connectez au Wi-Fi d'une gare, d'un restaurant, d'un bar, d'un café, généralement, on est d'accord, le réseau n'est pas vraiment sécurisé et on s'expose à certains dangers, piratage de nos réseaux sociaux, piratage des boîtes mail, usurpation d'identité, bref, c'est pas très sécure. Eh bien, grâce à un VPN de confiance comme CyberGhost, vous allez pouvoir surfer tranquillement sur Internet. C'est l'un des leaders mondiaux du réseau privé virtuel. Il y a plus de 38 millions d'utilisateurs. Il est noté 5 étoiles sur Trustpilot par plus de 14 000 personnes. Il est fortement recommandé par les grands sites comme Clubic, Presse Citron ou encore le Journal du Geek. Et le point que moi je trouve très cool, écoutez bien, c'est que vous allez pouvoir avoir accès à un catalogue de 40 services de diffusion en streaming comme Netflix, Disney+, et vous allez pouvoir débloquer des contenus qui ne sont pas disponibles dans votre pays. Sur tous les systèmes d'exploitation, iOS, Android, votre Smart TV, votre console de jeu. Le logiciel est très simple à utiliser pour des débutants. Je me posais la question au départ et franchement, c'est très simple, c'est intuitif. Et le point très important, CyberGhost ne collecte pas vos données, ne partage pas vos données. Vous êtes donc totalement anonyme et personne, ni même CyberGhost, ne sait ce que vous faites en ligne. Et le petit plus à cette histoire, c'est que vous allez pouvoir protéger 7 appareils en même temps avec un seul abonnement. Comme ça, vous faites profiter les amis, la famille, qui vous voulez. C'est plutôt le bon plan. Si vous êtes intéressé par CyberGhost VPN, j'ai une offre disponible maintenant pour vous que vous retrouverez dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. Écoutez bien, vous avez 83% de réduction, soit un abonnement à 2,03 € par mois. Et en plus de ça, vous avez 4 mois supplémentaires totalement gratuits. Alors attention parce que cette offre est limitée dans le temps, mais vous inquiétez pas, il y a une garantie 45 jours satisfait ou remboursé et en plus de ça, un service après-vente est disponible, très réactif, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et en français. Tara Calico est une jeune étudiante de 19 ans. Elle est née le 28 février 1969 à Belen, au Nouveau-Mexique. C'est une jeune femme décrite par ses amis, par sa famille comme rayonnante, athlétique et sportive. Elle mesure 1,74 m pour 54 kg. Ses parents s'appellent David et Patty Calico. Elle a aussi un frère aîné qui lui s'appelle Chris.
Des parents qui vont divorcer lorsque Tara a 10 ans, et juste après ce divorce, Tara part vivre avec sa mère et son frère, Chris, à Rio Communities. C'est une petite ville qui n'est pas très loin de Belen, hein, c'est vraiment tout proche. Histoire, c'était entendu en fait à l'époque entre le père et la mère, de ne pas trop s'éloigner du père. La mère de Tara, Patty, va de son côté se remarier avec un certain John Doyle, et de cette union va naître une petite fille, Michelle, qui, vous le comprenez, devient donc la demi-sœur de Tara. Alors est-ce que le divorce, est-ce que le remariage de sa mère, est-ce que la naissance d'une nouvelle petite fille perturbe Tara? A priori non, parce qu'elle s'entend super bien avec son beau-père John, et elle adore sa demi-sœur Michelle, elle en prend soin. Côté études, au moment de sa disparition, Tara est inscrite à l'Université du Nouveau-Mexique, où elle étudiait la psychologie. Et à côté de ça, elle a aussi un travail à temps partiel, parce que c'est une jeune fille qui a vraiment envie d'être indépendante, c'est une jeune fille qui a envie de prendre sa vie en main et de gagner un petit peu d'argent. C'est dans cette université que Tara va faire la rencontre d'un beau jeune homme qui s'appelle Jack et qui va rapidement devenir son petit ami. Elle en est folle amoureuse. En plus de ça, ils partagent les mêmes passions pour le sport et pour les randonnées. Le mardi 20 septembre 1988, ce jour-là, Tara n'accourt qu'à 15h30 à l'université et se lève aux alentours de 9h. Il fait plutôt beau ce jour-là, c'est même quasiment l'été indien. C'est un temps propice, c'est ce qu'elle se dit, pour aller faire encore une fois une grande balade à vélo. Mais faut pas qu'elle tarde puisqu'elle a prévu de retrouver son petit ami Jack à 12h30. Tous les deux doivent manger un petit bout et faire une partie de tennis. Elle se dit alors qu'elle va donc emprunter le même chemin qu'elle emprunte d'habitude, cette fameuse piste cyclable qui longe la route nationale 47, qui fait environ 25 km aller et retour. Et son objectif, c'est pas forcément d'aller au bout, c'est de faire un maximum de kilomètres et d'être de retour, comme je vous l'ai dit, pour 12h30 parce qu'elle a rendez-vous avec Jack. Il faut bien comprendre que ce parcours, elle a l'habitude de le faire quasiment tous les jours. Pas entièrement, parce que c'est assez long, ça dépend du temps qu'elle a, mais elle le fait souvent, et elle le fait souvent d'ailleurs avec Patty, sa mère. Elles ont l'habitude d'aller toutes les deux à vélo. Mais ce jour-là, il y a deux choses qui vont faire que Tara va partir toute seule faire cette balade. La première chose, c'est que l'un des pneus de son vélo est à plat. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle emprunte ce jour-là le vélo de sa mère. C'est un vélo de couleur rose, il est assez voyant. Et la deuxième chose, c'est que sa mère n'est plus très rassurée d'accompagner sa fille parce qu'il s'est passé quelque chose quelques jours plus tôt. Quelques jours plus tôt, elles se sont fait suivre par une voiture. C'est un événement qui a vraiment marqué sa mère et du coup, elle ne veut plus retourner sur ce chemin, sur cette piste. Et elle met en garde sa fille Tara aussi. Elle lui dit, écoute, je veux pas que tu y ailles, ou alors fais attention et équipe-toi d'une bombe lacrymogène au cas où tu te ferais agresser. Mais Tara, de ses 19 ans, est assez insouciante et lui répond, écoute, t'inquiète pas maman, je suis une grande fille, je sais me défendre. Voilà. Quoi qu'il en soit, Tara monte sur son vélo à 9h30. Elle emporte avec elle son Walkman, oui, ça existait à l'époque, hein, avec une cassette audio à l'intérieur, cassette du groupe de hard rock américain Boston, que Tara adorait. Et elle commence sa balade. Aux alentours de 12h30, Patty a un mauvais pressentiment. Tara n'est toujours pas rentrée, elle n'est toujours pas repassée par la maison alors qu'elle est censée retrouver Jack pour déjeuner et jouer au tennis. Mais elle se dit que peut-être elle a eu un problème avec son vélo, peut-être qu'elle a crevé. Elle commence alors par contacter Jack, le petit ami, qui lui dit que lui non plus n'a pas de nouvelles et qu'il l'attend pour déjeuner et pour cette fameuse partie de tennis. Et cet appel inquiète aussi Jack, qui décide de prendre sa voiture et de rejoindre Patty chez elle. À ce moment-là, les deux vont prendre une décision, ils vont se dire on va refaire le chemin. Donc ils prennent la voiture de Jack, ils longent ce fameux chemin, cette fameuse piste cyclable qui longe la route. Ils vont la faire 2 fois d'ailleurs aller-retour, vous voyez, ça prend du temps. Ensuite, ils font le tour des hôpitaux de la ville, aucune trace de Tara. Et ça inquiète beaucoup Patty. Et donc, quelques heures plus tard, eh bien, ils décident tous les deux de prévenir la police pour signaler la disparition de Tara. Le problème, c'est que Tara est majeure et les policiers ne peuvent rien faire pendant les premières 24 heures. En tout cas, c'était le cas à l'époque. Ce n'est donc que le lendemain, en début d'après-midi, que des recherches se mettent en place, 200 volontaires, familles, amis, proches et la police du comté de Valencia. Et assez vite, on va faire une découverte. On va retrouver à 6 km de Rio Communities, un peu à l'écart de la piste cyclable dans une zone terreuse, plusieurs éléments troublants. Des traces de roues. Des traces de roues qui correspondent aux pneus du vélo que Tara avait emprunté à sa mère. On retrouve également des traces de pas. Mais c'est pas tout. On retrouve des débris de la cassette audio et les débris de la vitre avant de son Walkman. C'est sûr, aucun doute, ça lui appartient.
Et les enquêteurs font une autre découverte. On trouve plusieurs canettes de bière vides à proximité. À ce moment-là, on commence à se dire que quelque chose d'assez grave a dû lui arriver. Patty pense que sa fille a été enlevée, tout simplement parce qu'elle ne serait jamais partie sans donner de nouvelles, ça ne lui ressemble pas. D'autant qu'elle avait un programme pour sa journée, je vous l'ai dit, tennis et secours à 15h30. Les jours qui vont suivre cette découverte, les fouilles et l'enquête de la police vont se poursuivre. Les abords de la Nationale 47, évidemment, sont passés au peigne fin. Un groupe d'individus va être auditionné après avoir été surpris en train de boire des bières à l'arrière d'une camionnette pas très loin de là où on a retrouvé les débris. Mais ça ne correspond pas, leurs alibis sont vérifiés et surtout la marque des canettes qu'ils sont en train de boire, même si c'est un détail, est différente de celle qu'on a retrouvée près des débris. Une nouvelle découverte va être faite le samedi 24 septembre, à 32 km de là où on a retrouvé les débris de baladeur. Le reste du baladeur est lui retrouvé près de l'entrée d'un terrain de camping. C'est assez étrange. Les policiers vont donc centrer leurs recherches dans cette zone. On va inspecter le camping en question, les alentours, mais on ne trouve rien d'autre. Et après ça, plus d'indices. Plus d'indices, mais des témoignages. 7 personnes, précisément, affirment avoir vu Tara le matin du 20 septembre 1988. Et ça, c'est précieux, le jour de sa disparition. 5 de ces personnes signalent aux enquêteurs le comportement suspect d'un véhicule ce matin-là, une voiture de couleur claire. Alors on n'en sait pas plus, mais ces témoignages vont permettre déjà de suivre le parcours de Tara ce matin-là. On comprend donc qu'entre 9h30 et 11h15, Tara se trouvait à environ 27 km au sud de son domicile, non loin de la voie ferrée qui longe la Nationale 47. Et à ce moment-là, c'est ce que supposent les policiers, le trajet se déroulait de façon totalement normale. À 11h15, Tara aurait fait demi-tour, très certainement pour retourner chez elle. Elle aurait vu l'heure défiler, elle se serait dit qu'elle ne serait jamais à l'heure au rendez-vous avec Jack. D'ailleurs, c'est confirmé par le témoignage de 2 employés d'un ranch qui est situé près de la Nationale 47, qui repèrent à 11h30 le vélo fluo de Tara ce matin-là. Et ils en sont sûrs, ils se souviennent s'être fait la réflexion justement en parlant du vélo fluo qu'ils avaient observé. Un quart d'heure plus tard, à 11h45, 3 hommes qui revenaient d'une partie de chasse aperçoivent également Tara sur son vélo. Et là, encore une fois, ils en sont sûrs parce que la couleur du vélo les a marqués. Et ils constatent autre chose qui les a marqués. Une camionnette blanche suivait Tara, et la suivait de très près. Et ils expliquent que Tara ne semblait pas s'en rendre compte puisqu'elle avait ses écouteurs sur les oreilles. Et ce ne sont pas les seuls à avoir vu ce même manège. Un peu plus tard, un autre automobiliste assiste à la même scène très étrange. Cette fois à environ 8 km de Rio Communities. Mais cet automobiliste est beaucoup plus précis. Lui, il donne la couleur du camion, il dit que c'était une camionnette blanche et il affirme avoir ralenti et regardé à l'intérieur. Et il dit, je suis quasiment sûr qu'il y avait au moins 2 personnes à l'intérieur de ce camion blanc. Ce témoignage est extrêmement important puisque cet homme est à ce jour le dernier homme connu à avoir vu Tara Calico. À partir de ce témoignage, les policiers vont pouvoir établir 2 profils, 2 suspects qu'on essaie évidemment d'identifier sur la base de ce que nous a dit cet homme. Et une description publique de ces 2 hommes non identifiés, de ces 2 potentiels suspects, est partagée à la population, aux habitants. Et c'est sur le conducteur de cette camionnette blanche que les enquêteurs vont insister. Le conducteur est décrit comme un homme âgé entre 35 et 45 ans, de type caucasien, avec des cheveux roux, mesurant au moins 1m80, avec des pattes d'oie entre les yeux et les tempes. Et le véhicule recherché serait un pick-up Ford blanc des années 1950 à 1960, avec des enjoliveurs chromés et les lettres F-O-R-D, Ford, écrites en lettres rouges. On a aussi un bout d'inscription de la plaque d'immatriculation qui commencerait par WBY ou WBZ et se terminerait par le nombre 6. Vous voyez, même si ce n'est pas très précis, notamment concernant la plaque d'immatriculation, on a quand même une description. Et il y a eu des appels à la suite de cet avis de recherche, mais aucun témoignage n'a été concret. Les mois vont passer, la famille de Tara doit supporter son absence pendant les fêtes de fin d'année. Aucune trace de Tara, aucune nouvelle, et rien ne bouge depuis les derniers témoignages. Jusqu'à ce que nous arrivions au 15 juin 1989, quasiment un an après la disparition de Tara, où il va se passer un truc que je trouve assez incroyable. Une photo Polaroid est retrouvée sur le parking d'une supérette à 2400 km de Rio Communities. Regardez, on y voit une jeune femme et un jeune garçon, tous les 2 bâillonnés avec un ruban adhésif noir.
Leurs mains sont ligotées dans le dos et ils sont couchés sur une pile de couvertures et d'oreillers dépareillés à l'arrière de ce qui paraît être un fourgon. C'est une femme qui a retrouvé cette photo. Et elle raconte l'avoir ramassée après s'être garée sur une place de parking qui venait d'être laissée libre par une fourgonnette Toyota blanche, une fourgonnette sans fenêtre. Et elle décrit le conducteur. Un homme, probablement dans les 35-39 ans, avec une moustache. Et quand elle a ramassé cette photo et qu'elle a vu qu'il y avait des enfants bâillonnés dessus, elle n'a pas perdu de temps et elle est allée immédiatement voir la police. Rapidement, les policiers mettent en place un barrage routier pour essayer d'intercepter ce fameux véhicule et interrogent l'employé du magasin en lui montrant cette photo. Et cet employé explique qu'effectivement, il a vu les occupants de la camionnette. Parmi eux, d'ailleurs, un petit garçon qui jouait avec le volant et une jeune fille blanche aux cheveux longs, accompagnée d'un homme aux cheveux foncés. Et il confirme, ce sont bien les enfants qu'il voit sur la photo Polaroid, c'était bien eux. La photo va être tout de suite analysée. Et d'après les techniciens de chez Polaroid, cette photo est très récente parce que le type de film utilisé n'a été commercialisé qu'en mai 1989, bien après la disparition de Tara par exemple. Donc la photo qu'on vient de trouver, la photo en question, a très certainement été prise quelques jours avant qu'on ne la trouve. Les policiers se trouvent face à une véritable question, à savoir qui sont ces deux jeunes gens qu'on voit sur la photo. Encore une fois, c'est important de rappeler le contexte, on est en 1989, on n'a pas les mêmes outils qu'aujourd'hui où on peut partager très rapidement ces photos. C'est pour ça qu'ils vont utiliser la télé pour diffuser publiquement cette photo. Elle sera donc diffusée dans une émission de télé en juillet 1989 avec cette question, reconnaissez-vous ces deux enfants? Deux familles vont se manifester suite à la diffusion de cette photo. Tout d'abord, ce sont des amis de Patty, la maman de Tara, qui l'appellent aussitôt après avoir vu la diffusion de cette photo à la télé, en lui disant « Regarde, allume la télé, je suis persuadé que c'est Tara ». Et puis une autre famille va également se manifester, celle du jeune garçon, que l'on voit aussi sur la photo. C'est la famille de Michael Henley, un enfant de 9 ans, disparu lors de vacances en camping avec son père, lui aussi au Nouveau-Mexique, 5 mois avant la disparition de Tara. Et pour les proches de ce garçon, là aussi, la photo ressemble à Michael. Sa mère est persuadée que c'est lui. C'est alors que les parents de Tara Calico, ainsi que ceux de Michael Henley, prennent le premier avion pour la Floride et vont à la rencontre des enquêteurs locaux pour examiner ce fameux Polaroid. Et en voyant la photo, Patty est persuadée qu'il s'agit de sa fille, qu'il s'agit de Tara sur la photo. Elle en est convaincue notamment en raison de la présence d'une cicatrice sur la jambe, regardez, identique à celle qu'avait Tara à la suite d'un accident de voiture qu'elle avait eu quelques années plus tôt avant sa disparition. Mais il y a aussi autre chose qui laisse penser que c'est elle sur la photo. Le livre que l'on voit sur ce Polaroid, tout près d'elle. Le livre, c'est My Sweet Audrina, qui veut dire ma douce Audrina en français. Et ce livre, c'était l'un de ses livres préférés. La photo sera encore une fois analysée et plusieurs fois, et vous allez voir que les avis vont diverger concernant ce Polaroid. La première analyse est réalisée par Scotland Yard, la police anglaise. Et cette analyse confirme qu'il s'agit bien de Tara Calico sur cette photo. Mais ça va être tout de suite contredit par une autre analyse, celle du laboratoire national de Los Alamos, qui lui dit non, on ne peut pas certifier à 100% qu'il s'agit de Tara Calico. Et de son côté, le FBI ne fait pas mieux et n'arrive pas à savoir s'il s'agit vraiment de Tara Calico. Encore une fois, je vous rappelle qu'à l'époque, on n'avait pas les mêmes outils que maintenant. Alors moi, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une ressemblance entre la photo Polaroid et Tara? Honnêtement, entre vous et moi, il y a quand même plusieurs choses de très troublantes. Le problème, c'est qu'il va y avoir un nouveau tournant qui va semer encore plus le doute. 1 an après la découverte de cette photo, au mois de juin 1990 précisément, des restes humains sont découverts dans les monts Zuni, à environ 11 km du camping familial, d'où l'on avait perdu la trace en avril 1989 de Michael Henley, et à 120 km du lieu de disparition de Tara Calico. Les policiers sont formels, il s'agit bien de Michael, et concluent que Michael, finalement, s'est égaré et qu'il serait mort d'hypothermie et de faim. Il disparaît près du camping, on le retrouve 2 ans plus tard, pas très loin. Pour eux, ça fragilise la thèse selon laquelle c'était bel et bien Michael sur la photo. On va faire un saut en 2009, 20 ans après que cette fameuse photo soit retrouvée et diffusée dans les médias. La police de Port-Saint-Jean va recevoir 2 lettres datées respectivement, écoutez bien, du 10 juin
et du 10 août 2009. Toutes les deux ont été postées depuis Albuquerque, au Nouveau-Mexique. La première contient une photo imprimée sur du papier blanc, présentant un jeune garçon aux cheveux châtain clair. Du feutre noir a, semble-t-il, été passé au niveau de sa bouche, comme si elle était recouverte du même ruban adhésif que celui utilisé sur la photo de 1989. Sauf que là, on discerne clairement que c'est du feutre. La deuxième lettre contient la même photographie, mais ce coup-ci sans aucun feutre. Il n'y a pas d'adresse de retour, il n'y a pas de note indiquant l'identité de l'enfant ou laissant penser qu'il y avait un lien avec la disparition de Tara Calico, mais ces deux nouveaux clichés sont tout de suite envoyés au FBI pour être étudiés. Et ce qui est dingue, c'est qu'au fil des années, après cette année 2009, deux autres photographies Polaroid vont être retrouvées. La première est retrouvée près d'un chantier à construction à Montecillo, en Californie. Il s'agit là d'une photo regardée de piètre qualité où l'on devine le visage flou d'une jeune femme brune avec du ruban adhésif couvrant sa bouche et couchée sur un tissu rayé de blanc et de bleu qui ressemble à celle de l'oreiller du tout premier Polaroid, souvenez-vous. Et cette photo a été analysée et elle aussi, elle a été prise sur un film qui n'a été commercialisé qu'à partir de juin 1989. La seconde photo, la voici, elle montre ce coup-ci une femme portant des lunettes, attachée et bâillonnée avec des bandelettes de gaz, la tête renversée en arrière, et il y a un homme qui est présent, son visage est découvert, il est assis à côté d'elle dans un train, probablement, en tout cas on l'imagine abandonné, et il semble être en train de la narguer, c'est ce qu'on comprend. Et pareil, le film utilisé sur ce Polaroid n'a été disponible qu'à partir de février 1990. À ce moment-là, vous le comprenez, l'hypothèse qui domine, l'hypothèse qui est la plus probable, en tout cas en ce qui concerne notre affaire, c'est que Tara a très certainement été kidnappée, retenue en captivité, elle est peut-être rentrée dans un trafic d'êtres humains, parce qu'on peut s'arrêter sur la ville de Port-Saint-Jean, parce que c'est aussi là qu'on a trouvé le Polaroid, qui est réputé comme étant la porte de trafic où les jeunes filles se font enlever et sont vendues comme prostituées. C'est pas une rumeur. Les policiers ont également cette hypothèse d'accident qui aurait pu mal tourner, mais aussi l'hypothèse d'un meurtre visé. En 2008, une déclaration va relancer les spéculations et mettre le feu aux poudres. René Rivera, le nouveau shérif du comté de Valencia, fait une déclaration et explique avoir reçu au fur et à mesure des années des informations sur Tara Calico. Des informations selon lesquelles deux adolescents avaient en 1988 provoqué un accident en heurtant Tara Calico lorsqu'elle était sur son vélo. Selon le shérif, ces garçons en question, qui connaissaient les habitudes de Tara, étaient arrivés derrière elle en camion et l'avaient serrée de près pour sans doute l'intimider, mais l'ont fait tomber sur le bitume. Ils auraient ensuite décidé de l'emmener dans un endroit isolé avant de la violer, de la tuer et de cacher son corps ainsi que son vélo. Et ce shérif va encore plus loin dans ses déclarations. Il dit « Je connais les noms des personnes impliquées, mais sans corps, on ne peut rien faire. » Et il ne dira pas non plus comment il a obtenu ces infos. Il a juste expliqué qu'il faisait cette annonce en espérant que ça persuaderait les auteurs ou d'autres personnes disposant d'informations sur le lieu où le corps de Tara a été déposé. Pour lui, il fait cette déclaration pour que ces gens-là se manifestent et qu'on puisse enfin avoir la vérité, retrouver le corps et que la famille puisse faire son deuil. Et vous l'imaginez, ça ne va pas du tout plaire aux parents de Tara, qui vont reprocher au shérif de parler pour rien. Soit tu fais une déclaration et tu donnes des informations, tu fais ton travail, soit tu t'abstiens, tu dis rien. Pour eux, ça n'a pas de sens. Mais la réalité est en fait beaucoup plus précise que ce que le shérif a voulu dire. En fait, le shérif avait à sa connaissance un procès verbal d'un incident laissé dans le dossier concernant l'affaire Tara Calico. Ce document n'a été divulgué qu'en 2019. À l'intérieur de ce document, on peut retrouver une section contenant un entretien avec un dénommé Henry Brown. Cet entretien a été dirigé à l'époque par le shérif adjoint Frank Metola, qui s'est donc rendu dans la chambre d'hôpital de ce fameux Henry Brown à sa demande, parce qu'à l'époque, Henry Brown était gravement malade. Et il s'est confié. Il a expliqué que plus jeune, il traînait avec une bande d'adolescents peu fréquentable du comté de Valencia, avec à la tête de ce groupe un certain Lawrence Romeo Jr., le fils de l'ancien shérif Lawrence Romeo Sr.,
qui était shérif à l'époque de la disparition de Tara. Henry Brown raconte aussi que ce Lawrence Romeo Jr. avait le béguin pour Tara Calico. Il raconte qu'un soir de fête chez Romero, à laquelle il avait été invité peu de temps après la disparition de Tara, il est descendu dans le sous-sol de la maison. Et là, il explique un truc de fou. Il explique au shérif adjoint qu'à ce moment-là, il voit ce qu'il pense tout de suite être le corps d'une femme, enveloppée dans une bâche bleue. Et quand il pose la question aux autres, quand il remonte, qu'est-ce qui se trouve dans le sous-sol? C'est quoi? Un gars qui s'appelle Dave Silva et un autre homme aux cheveux roux, dont il ne se souvient absolument pas du nom, lui répondent « C'est le corps de Tara Calico ». Et les deux gars vont encore plus loin et ils racontent. Ils racontent qu'ils connaissaient les habitudes de Tara et qu'ils sont tous les deux montés dans un camion en compagnie de Lawrence Romeo Jr. et d'un autre homme, un certain Leroy Chavez, et que tous les quatre ont attendu dans ce camion blanc le moment propice pour se placer derrière Tara et la renverser. Ensuite, ils l'ont placée à l'arrière de leur véhicule et ils l'ont emmenée jusqu'à un endroit reculé où là, ils l'ont violée à tour de rôle. Et ensuite, pour qu'elle ne parle pas, pour qu'elle ne dise rien, c'est Lawrence Romero Jr. qui aurait poignardé Tara. Voici ce que racontent ces garçons à l'époque à Henry Brown. Le shérif adjoint est totalement médusé, mais il lui pose la question. Est-ce qu'on vous a dit, est-ce qu'ils vous ont dit à l'époque où se trouve le corps? Et là encore, Henry Brown raconte la suite de la discussion. En fait, le corps de Tara, au tout départ, aurait été caché, dissimulé sous un buisson, mais au vu de l'ampleur qu'avaient pris les recherches à l'époque, eh bien tout le groupe est allé le récupérer pour aller le cacher dans le sous-sol de Lawrence. Alors le shérif adjoint va lui poser cette question, une question que vous vous posez certainement. Pourquoi n'avez-vous rien dit depuis toutes ces années? Et là encore, il a une réponse, il explique qu'en fait, il a été menacé. Et qu'il a eu peur, tout simplement. Il a eu peur d'autant que le shérif de l'époque, c'était Lawrence Romeo Sr., un shérif qui, selon les dires d'Henry Brown, les aurait aidés à dissimuler des preuves. Il va y avoir plusieurs problèmes suite à la divulgation de ce procès verbal. Le premier problème, c'est que rien ne nous assure que ce qu'a dit ce Henry Brown n'est vrai. D'autant plus qu'aujourd'hui, ce n'est plus vérifiable parce qu'il est décédé. Le deuxième, c'est que tout ça est trop tard. On ne peut plus vérifier, on ne peut plus poser de questions. Parce que le 19 mai 1991, soit 3 ans après la disparition de Tara Calico, Lawrence Romeo Jr. avait été retrouvé mort dans le mobil-home qu'il partageait avec sa mère, près de Belen. Et la cause de la mort, c'est le suicide. Et il est même question, mais attention, ce sont des rumeurs, d'une lettre qu'aurait laissée Lawrence Romeo Jr. avant de se donner la mort. Une lettre dans laquelle il avouait le crime de Tara. Une lettre qu'aurait immédiatement détruit son père, qui n'était plus shérif à ce moment-là, mais qui était l'un des premiers à être arrivé sur les lieux. Ce sont des rumeurs, encore une fois, mais ces rumeurs ont bel et bien existé à l'époque. Et puis les autres protagonistes de cette histoire sont également depuis décédés. Dave Silva, lui, il s'est tué dans un accident de la route à Belen en 2008. Leroy Chavez, qui a aussi été cité par Henry Brown, est mort également en 2019, à l'âge de 61 ans. Et c'est la même chose pour l'ancien shérif, Lawrence Romeo Sr., qui lui est décédé en 2017, à l'âge de 74 ans. Quelques années après la disparition de Tara Calico, sa mère et John, son mari, ont déménagé en Floride tout en continuant à mener un combat pour la retrouver. Ils ont laissé une chambre, sa chambre, avec toutes ses affaires pour elle. Ils ont continué à lui offrir des cadeaux pour Noël, à déposer aussi des cadeaux pour son anniversaire. Le père de Tara, lui, décédera en 2003. Et malheureusement, Patty décédera également en 2006 d'un AVC sans avoir la moindre réponse. La seule chose dont Patty était sûre avant sa mort, c'est que c'était bien sa fille sur la photo Polaroid. Elle en était persuadée. Après la mort de Patty, c'est Chris Calico, le frère de Tara, Michelle Doyle, la demi-sœur de Tara, et John Doyle, le beau-père, qui ont repris le fil du combat pour essayer de trouver la vérité, pour que cette disparition continue à être sous les feux des projecteurs, pour pas que la disparition de Tara Calico ne tombe dans l'oubli. Le 1er octobre 2019, le FBI a annoncé qu'il offrait une récompense pouvant aller jusqu'à 20 000 $ pour avoir des détails précis susceptibles de conduire à l'identification ou à la localisation de Tara Calico et des informations pouvant mener à l'arrestation et à la condamnation des responsables de sa disparition. Le FBI a également procédé à la publication d'une photographie de Tara vieillie par ordinateur au cas où elle serait encore en vie.
Voilà, c'est la fin de cette histoire. Merci encore une fois de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. J'attends évidemment vos analyses, vos commentaires, vos idées sur cette disparition. Qu'est-il arrivé à Tara? Je trouve que la partie avec l'aveu de ce fameux Henry Brown est quelque chose de très perturbant. À mon avis, la clé ne se trouve pas très loin. Après, ce ne sont que des suppositions. Je voudrais aussi remercier notre sponsor du jour, CyberGhost VPN, d'avoir rendu possible la vidéo d'aujourd'hui, parce que c'est grâce à des sponsors comme celui-ci qu'on avance ensemble. Je vous rappelle que si vous êtes à la recherche d'un excellent service VPN à un prix incroyable, eh bien cliquez sur le lien dans la description et vous allez obtenir une confidentialité numérique complète pour seulement 2,03 € par mois. Prenez soin de vous, on se retrouve bientôt. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!